Alors, bien, mesdames, messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue ici au complexe de Bétange, qui est pour nous une date importante, puisqu'elle va marquer pour moi-même et pour l'ensemble de l'équipe de Florange Avenir, qui va solliciter dans quelques semaines, dans quelques mois, le suffrage des Florangeois, c'est le début officiel de notre campagne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas commencé à travailler depuis un certain temps, même depuis un temps certain, je vais y revenir. Donc, cette réunion a un format un peu particulier, puisque d'abord, je vais commencer, puisque c'est eux qu'on a invités, par saluer les représentants des médias, on va résumer ça dans ce sens-là, dont certains se sont excusés. Alors, le Républicain Lorrain, je salue le correspondant qui venait prendre quelques photos. J'ai eu l'occasion d'avoir M. Jarige au téléphone qui m'a expliqué qu'il avait d'autres engagements, mais on aura l'occasion de toute façon de se revoir. Je dois aussi excuser la semaine qui a consacré un écho, mais qui n'était pas disponible. Également l'Ami Hebdo. Alors, monsieur représente Moselle TV, donc voilà, je vous salue. Vous avez également, il y a eu un écho aussi de la part de Moselle TV, donc merci à vous. Et puis, je vais terminer par le local de l'étape, Fetch Valley Actualité. Alors, je sais qu'il n'aime pas se définir comme étant un média, mais c'est plutôt un bénévole multifonction que je connais depuis très longtemps, mais dont le travail est apprécié, enfin le travail, oui, l'engagement est apprécié par les habitants de Florange et de la vallée, puisqu'ils rendent compte avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme de ce qui se passe. Et donc merci Roland, bien sûr, d'être présent aujourd'hui. Alors, j'ajoute à l'attention des médias présents ou excusés que c'est un premier contact. Je pense que vous aurez les uns et les autres un rôle essentiel pendant cette échéance qui va se dérouler, puisqu'il y aura, je le souhaite, des débats. Ces débats seront très différents de ceux qu'on a pu avoir au conseil municipal, puisque le conseil municipal est un format tout à fait différent. Le maire préside le conseil municipal, je connais, j'ai exercé ça pendant 13 ans, et il a toujours le dernier mot. Le maire sera, le 15 et le 22 mars, un candidat comme les autres. Donc, qui mieux que les médias pourront organiser ce débat dans des conditions d'équité et où chacun pourra, avec le respect qui s'impose, échanger, être à égalité et après convaincre. Même si, naturellement, la campagne se déroulera, de mon point de vue, principalement en direction des Florangeois sur le terrain. Et c'est là l'enjeu, naturellement, que nous préparons. Alors, bien sûr, je veux aussi commencer par remercier ceux qui ont organisé cette soirée, l'équipe de Florange Avenir, autour de son président Daniel Spediassi. Il est où, Daniel? Il est là-bas, d'accord. Mais à travers Daniel, je remercie tous ceux qui ont préparé. Je ne vais pas tous les citer, bien évidemment. J'ai 3 personnes à la table, mais je vais expliquer après pourquoi elles sont présentes, et elles auront l'occasion de s'expliquer aussi. Donc aujourd'hui, naturellement, vous l'avez compris, c'est effectivement pour moi le début d'une nouvelle aventure. Ce n'est pas la première fois que je m'engage. Je suis élu à Florange depuis un certain nombre d'années. Et effectivement, c'est l'aboutissement d'une longue réflexion. Je vais en dire un mot. Cette candidature, de mon point de vue, n'est évidemment pas motivée par une quelconque volonté de revanche. Je n'ai pas de compte à régler avec quiconque. Elle est encore moins motivée par l'ambition. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Pierre Roder, qui est dans la salle, ancien journaliste du Républicain Lorrain, avec qui j'ai eu le plaisir de faire c'est Pierre l'auteur, c'est pas moi, même s'il a retraduit nos échanges, nos discussions. Je pense qu'il pourra dire un mot tout à l'heure aussi, et je ne pense pas que ce soit l'ambition qui me caractérise. C'est plutôt la volonté de servir et d'être au service des gens, et en particulier des Florangeois et des Florangeoises.
effectivement, je suis convaincu que nous aurons aussi pendant cette campagne à parler du bilan de l'équipe sortante et à proposer une démarche différente, une autre gouvernance, un projet alternatif. Je vais m'appuyer naturellement sur une équipe diversifiée et renouvelée, profondément renouvelée par rapport aux élections précédentes et diversifiée. Et je suis convaincu que mon expérience sera utile dans ce débat et dans le futur pour la ville de Fleuranges. Ma connaissance du territoire, des enjeux, des interlocuteurs, y compris ceux qui ne partagent pas forcément mes engagements et mes idées politiques, mais qui me connaissent et me respectent. Et tout ça aussi dans une volonté de ne pas confondre les échéances et de nous adresser à tous nos concitoyens. Cette liste sera une liste sans étiquette politique. Ça ne veut pas dire qu'effectivement il n'y ait pas des citoyens et des citoyennes engagés sur cette liste, mais ce n'est pas le premier critère. Notre critère, c'est notre engagement pour Fleuranges. Depuis l'été 2024, c'est pour ça que je disais que c'est l'aboutissement d'une démarche, j'ai travaillé à constituer le plus large rassemblement possible. Certains ont fait d'autres choix, peut-être que des questions me seront posées là-dessus. Je ne souhaite pas commenter, et c'est leur droit. Je n'ai pas de choses à dire sur le fond de leur choix. Je rappelle simplement à leur intention, mais à l'attention de tous, que notre adversaire, ce n'est pas la personne de Rémy Dick, je l'ai souligné dans le communiqué de presse, même s'il y aurait beaucoup à dire sur sa gouvernance et quelquefois le comportement. Mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est le bilan de M. Dick et ses projets. On pourra bien entendu aussi en parler tout à l'heure. Donc, d'où cette volonté de rassemblement, qui reste ouverte au premier tour, mais également il y aura, s'il y a un second tour de scrutin, ça c'est les électeurs qui en décideront. Je suis bien conscient également que le contexte est particulièrement difficile. Il est difficile pour les collectivités en général. Il suffit des difficultés que dans le contexte budgétaire et, j'allais dire, politique de la France, naturellement, les collectivités, ça devient de plus en plus compliqué. Ça l'est encore plus qu'à l'époque où j'étais en responsabilité, du fait du désengagement de l'État. Ça va sans doute continuer dans les échéances budgétaires qui se discutent actuellement au Parlement. Et puis, il y a des défis également qui dépassent le territoire de Fleuranges, mais qui peut nier, par exemple, la réalité du réchauffement climatique, des difficultés environnementales. Et ce sont des sujets qui sont très peu traités ou pas du tout traités par la municipalité actuelle. J'ajoute, peut-être pour compliquer encore les choses, que le contexte est particulièrement compliqué et difficile à Fleuranges. Pourquoi ? La situation financière, on pourra également en parler, mais la dette, alors il y a la dette directe, je redonne le chiffre, qui est le chiffre du budget de M. Dick, c'est pas moi qui l'invente, 17 millions d'euros de capital de la dette au 31 décembre 2025. Je pourrais ajouter qu'il y a une ligne de trésorerie qui n'a toujours pas été remboursée de 5 millions d'euros. Je pourrais ajouter surtout ce qui est indirect, mais qui engage les Fleurangeois, les contribuables et la ville. Quand vous avez une société d'économie mixte qui s'appelle la Semflo, dont la ville de Fleuranges est actionnaire à 80% et qui ne fonctionne que par emprunt, qui est j'allais dire, un outil immobilier, j'allais presque dire un outil de promotion immobilier, qui achète des terrains. Acheter, c'est facile. Après, réaliser, aménager, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, cette société a commencé à acheter des terrains et 80% de ces emprunts qui vont atteindre en fin d'année plus de 2 millions d'euros relèvent du budget de la ville de Fleuranges, engagent la ville de Fleuranges. On pourrait ajouter les engagements pris envers l'établissement public foncier du Grand Est, qui est une structure qui dépend de la région Grand Est et des départements. Alors, le PF Grand Est, qui s'appelait avant le PF Lorraine, est un outil tout à fait légitime qui permet de porter
les projets des collectivités. C'est-à-dire que le PF Grand Est s'engage et vous payez ensuite. Mais à un moment donné, il va falloir payer. Or, cet outil est utilisé pour racheter les appartements de la copropriété Sainte-Agathe. Et c'est à terme, encore une fois, une dette de 2 millions d'euros arrivant à échéance en 2029. Merci pour les successeurs. Et puis, un accord que le conseil municipal et même le conseil d'administration de la Seine-Flot n'a pas vu, c'est l'accord passé avec Notre-Dame de la Providence. Alors je félicite les dirigeants, y compris l'ancien président que je connaissais bien, qui est malheureusement décédé. Ils ont bien défendu les intérêts de la Providence, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûr qu'on ait aussi bien défendu les intérêts de la ville de Florange, puisqu'il est prévu, il y a une construction, il y a un bail à construction, le terrain a été acheté par la Seine-Flot, et le loyer, le bail annuel, c'est 1 000 € par an pendant 60 ans. Donc ça veut dire que rien que le bail pendant 60 ans ne couvre même pas l'achat des terrains, qui est à peu près du double. Et surtout, il y a une clause qui prévoit que si ça ne fonctionne pas, parce que ça peut ne pas fonctionner, au départ c'est une école primaire à 3 classes, la ville de Florange s'engage à racheter ce bâtiment pour 2,3 millions €. Alors je ne vous fais pas les additions, mais vous vous rendez compte de l'héritage que se prépare à laisser M. Dick, soit lui-même, ce que je n'espère pas, soit d'autres. Donc un bilan financier extrêmement inquiétant et extrêmement contraignant. Ensuite, je pense que tous les Florangeois pourront faire le constat de la bétonisation. Alors je sais que c'est un mot qui déplaît beaucoup à M. Dick et à ses lieutenants. N'empêche que c'est la réalité, il suffit de parcourir la ville, notamment dans certains secteurs, à vouloir créer artificiellement un centre-ville autour de l'avenue de Lorraine. Effectivement, l'avenue de Lorraine, qui était traditionnellement la route industrielle qui reliait les usines de Solac, comme on disait à l'époque, d'accord, mais aujourd'hui c'est devenu, je ne veux pas en parler puisque j'y vis, c'est devenu un véritable enfer. Et c'est pas fini, parce qu'il y a des projets qu'il va falloir dénoncer pendant cette campagne. J'en donne un seul, mais pour moi il est emblématique. Nous avons un stade au centre-ville, donc le stade Serge Zémier, qui porte le nom de l'ancien concierge et du père du footballeur du FC Metz. Il est prévu, M. Dick, il l'a dit, je ne l'invente pas, hein, je pourrais donner les sources, il est prévu de transférer ce stade, alors qu'on a effectivement, on avait la plus belle pelouse de Lorraine, on avait refait la pelouse synthétique, on avait des vestiaires tout neufs, une salle polyvalente, et puis c'était idéalement situé pour les écoles. Il y a des enseignants dans la salle. C'est proche de l'école du centre, c'est proche de l'école Trait d'Union, c'est pas très loin de l'école des Banges, bon, c'est un peu plus loin de l'école d'Ory-Sud, André Chénier, j'en conviens. Là, avec la plan, ce qui est prévu, c'est que sur le stade actuel, on va encore une fois bunkériser, on va encore une fois mettre des immeubles, et puis on va construire, transférer l'ensemble de cet équipement à côté de l'antenne de Notre-Dame de la Providence, pas loin de l'entreprise Lemforder, et donc il faudra m'expliquer comment les enfants des écoles, comment les enfants inscrits au club de foot pourront se rendre facilement à cet endroit qui est extrêmement... on dit déjà que Bétange est excentré, sans doute, mais là c'est pire. Donc ce n'est qu'un exemple, mais je pense qu'il est emblématique de ce qu'il a l'intention de faire s'il peut poursuivre ce qu'il a commencé. Et notamment parce que l'objectif n'est pas uniquement un nombre d'habitants, d'avoir 14 000 ou 15 000 habitants. L'objectif, c'est que les Florangeois se sentent bien dans leur ville. Et je pense que Florange mérite de se développer, il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais été contre les constructions, on en a réalisé. On m'a même reproché, paraît-il, d'avoir utilisé des terres agricoles, ce qui est totalement faux. C'était des friches qui n'étaient pas utilisées, qui n'étaient pas cultivées, à part peut-être quelques exceptions, mais je pense à différents lotissements. Nicolas Stépanic, que j'ai vu dans la salle qui est là, qui est devant moi, sait parfaitement que c'était des jardins avant, au bout de la rue de Bourgogne. Donc on ne peut pas dire que
Et d'ailleurs, M. Dick trouve qu'il n'a pas assez de marge de manœuvre, il aimerait encore en faire beaucoup plus, et il reproche à la législation de ne pas le laisser assez libre pour construire encore davantage, encore davantage d'immeubles, et je fais quand même aussi une parenthèse, il y a aussi la typologie de ces logements. Encore une fois, il n'y a pas de tabou dans le domaine, on a besoin de toutes les typologies. Un jeune couple qui démarre dans la vie, il n'a pas forcément, et rarement d'ailleurs, les moyens d'être propriétaire. Or, M. Dick, par idéologie, refuse le logement locatif avec des bailleurs sociaux, prétendant, bah oui, mais on a le seuil de la loi SRU, les 28%, on est au-dessus, peut-être, mais on sait très bien qu'il y a un problème effectivement de turnover, comme on dit, dans le logement social, qui fait qu'on ne trouve pas, que les logements à Florence sont extrêmement chers, et que par conséquent, on a beau avoir construit 600, c'est son chiffre qu'il a donné lors des vœux, 600 logements depuis qu'il est arrivé aux affaires, la population stagne. Ça me prouve bien qu'il n'y a pas cette diversité qui était celle menée avant lui, y compris d'ailleurs par M. Decker quand il était en responsabilité à la tête de la ville. Ça, c'est le second point, c'est le logement et la bétonisation. Et puis, le constat aussi qu'on peut faire, c'est la problématique de l'entretien. Là, je vais être très clair tout de suite. Quand je dis l'entretien, ce sont les espaces verts, les voiries, l'éclairage public. Je ne mets absolument pas en cause, et au contraire, je salue leur courage et leur dévouement, le personnel communal. Le personnel communal fait un travail remarquable avec les moyens qui lui sont donnés. Mais la réalité des choses, bon, les espaces verts, évidemment, quand vous avez des projets immobiliers et que sur ces projets immobiliers, il y a des arbres, on commence par tuer les arbres, même quand le projet immobilier ne se réalise pas. J'ai deux exemples en tête. Ce que j'appelle les terrasses du cimetière. Vous savez, quand vous allez vous descendez l'avenue de Lorraine vers Thionville, juste à côté du cimetière, il y avait une zone qui était réservée pour l'extension du cimetière. Il y avait, je crois, le pépiniériste qui avait planté, et les arbres étaient assez remarquables. Le lotissement, pour le moment, ne semble pas se faire. Enfin, les immeubles qui étaient prévus, je parle des terrasses du cimetière parce qu'ils auront le choix entre l'autoroute d'un côté et le cimetière de l'autre. Du point de vue paysage, il y a mieux, me semble-t-il. Mais on a commencé par enlever les arbres. La même chose rue Descartes. Il y avait effectivement des arbres qui... on a commencé par les enlever. Et puis on s'aperçoit d'ailleurs que ce n'est pas si évident puisque les promoteurs ne démarrent leur projet que quand ils ont vendu sur plan au moins la moitié des logements. Donc c'est pour ça que je dis que cette politique elle est dangereuse, parce que acheter des terrains pour faire des constructions, ça se fait relativement facilement, si par emprunt, donc ça obère les finances de la ville. Par contre, pour réaliser, c'est nettement plus compliqué. Donc ça, c'est pour les arbres, mais effectivement, on avait le parc de la Passerelle, le parc autour de la Passerelle. Alors certes, il a été en partie utilisé pour faire la résidence dite intergénérationnelle, que nous avons soutenue, parce que je ne veux surtout pas laisser penser que nous sommes opposés à tout ce qui a été réalisé. Mais aujourd'hui, ce parc qui était idéalement situé au centre-ville a disparu. Mais vous ne l'avez pas fait à votre époque. Je rappelle quand même que je ne suis plus maire depuis 2014. Je veux bien qu'on parle de l'héritage. Je vous promets que si on gagne, on ne reprochera pas longtemps l'héritage à M. Dick. On le rappellera. Mais à un moment donné, l'héritage, ça va 1 an, 2 ans, 12 ans, ça fait beaucoup. C'est un peu facile. Donc l'entretien, effectivement, je pourrais parler de la sécurité routière. Regardez les passages piétons. Alors ils viennent, c'est bizarre, on s'approche des élections, ils viennent d'être... il y a une campagne, alors il paraît qu'on n'avait plus de peinture routière, etc. Mais bon. Et puis, si on parle du bilan de M. Dick, je ne veux pas occulter l'A31 bis. Alors, je suis un peu taquin, je parle de l'A31 Dick, pourquoi? Parce que cette A31, cette autoroute, on en parle depuis de nombreuses années. J'avais réussi avec mes équipes, il y a quelques anciens, j'ai vu donc Gérard Flamme, mon ancien premier adjoint qui est dans la salle,
on avait réussi à repousser les échéances. Mais jamais l'État n'avait renoncé à ce projet. Mais il y avait un consensus. Moi, j'ai le souvenir d'un bulletin municipal de 2015 où Michel Decker avait souhaité qu'on figure en première page pour montrer l'unité des Florangeois et des élus florangeois, majorité opposition confondue, contre ce projet. Monsieur Dick, à un moment donné, s'y est rallié. Je ne ferai pas de comparaison avec les débats nationaux, mais j'ai l'impression qu'il a vendu le droit d'aînesse quelque part pour un plat de lentilles, parce que rien ne garantit que le tunnel dont on parle soit réalisé sur toute la longueur. Et d'ailleurs, ce tunnel ne résoudra pas tout. Il y a ici des gens qui sont spécialistes du dossier, n'est-ce pas Nadine, qui pourraient en parler de façon plus longue, mais je veux simplement évoquer un certain nombre de sujets pour éventuellement susciter des questions. C'est un projet particulièrement inutile, qui ne réglera pas les problèmes de mobilité, mais aussi avec des conséquences environnementales, parce que même là où il y aura un tunnel, d'abord, premièrement, il y a l'entrée et la sortie du tunnel. Je rappelle que l'entrée du tunnel du côté sud se situe entre le lotissement du millénaire, n'est-ce pas, Roland, et le nouveau lotissement des Banges. C'est absolument pas ce qui avait été dit au départ. Et puis surtout, il y a des conséquences économiques, et ça, je trouve que c'est gravissime. Ce sont les conséquences sur les entreprises de la zone Satagat. Parce que cette zone Satagat, elle a été créée par Léo Arnoux en 1974, avec, c'était ce qu'on appelait la zone, le syndicat des zones industrielles de Florange-Satagat et de Thionville-Nord-Est, puisqu'il y avait une zone à Bassam, une zone à Florange. Ça a été repris ensuite par la communauté de communes et d'agglomération du Val-de-Fench. On a mis 50 ans à développer cette zone. Et on était fiers de l'avoir fait quand on pouvait afficher des bilans. Alors c'était loin de compenser tout ce qu'on a perdu avec la sidérurgie, mais on était fiers d'afficher des centaines d'emplois qui avaient été créés. Et là, d'un trait de plume, on va rayer également des centaines d'emplois. Alors ça ne veut pas dire que ces emplois vont tous disparaître, puisque normalement, devrait être proposé à ces entreprises de nouvelles implantations, mais qui va payer, premièrement? Deuxièmement, est-ce que ces nouvelles implantations seront toutes sur le banc de Florange? Je n'en suis pas certain. Et troisièmement, on remplace quelque chose par autre chose qui n'a pas la même visibilité. C'est très important pour un chef d'entreprise. J'entendais un des chefs d'entreprise de la zone qui disait « Moi, j'ai choisi d'être sur la zone Satagat parce que j'ai une vitrine sur la 30. Vous l'envoyez ici aux Vieilles Vignes. Vous pensez que c'est la même chose? Ou sur les friches SNCF? Moi, je ne pense pas. Donc, quelque part, je pense simplement, pour résumer, ce combat que je m'honore d'avoir mené depuis le début. Depuis, à la demande de Jean-Marie François, je m'occupais de ce dossier en 1999, donc c'est pas hier. Le combat n'est pas fini. La messe n'est pas dite. Il devrait y avoir une enquête d'utilité publique qui devrait, je mets beaucoup de conditionnels, démarrer à l'automne. Est-ce que ça va démarrer dans le contexte politique actuel, sachant que l'État a, à mon sens, beaucoup d'autres chats à fouetter? Et donc, en tout cas, nous allons continuer cette mobilisation qu'on a toujours menée, et notamment interpeller là-dessus le maire sortant sur ce dossier. Et puis, je vais évoquer également en quelques mots la grande agglo, le Grand Thionville. Alors effectivement, là par contre la messe est dite, puisque au 1er janvier, cette création sera actée. Elle sera officielle, sachant que les élections qui vont se dérouler quelques semaines après vont amener à ce qu'il y ait de nouvelles instances qui se mettent en place et qui, je veux dire, de ce point de vue-là, moi je m'étais opposé, j'ai voté contre le conseil municipal ce choix, non pas sur le principe du périmètre, parce que on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans l'agglomération thionvilloise. Ici, Thionville, c'est la ville voisine. Personnellement, je vais y faire, à chaque fois que je peux, du shopping. Puis c'est la grande ville de l'agglomération. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet est la manière dont ça a été fait. Premièrement,
2020, au moment des dernières élections, à aucun moment, globalement, alors je crois que M. Dick l'avait fait quand même, je vais lui accorder ça, mais il y avait eu clairement avertissement des gens en disant on va au cours du mandat fusionner les deux agglos et créer la grande agglo. Donc déjà, c'est le premier point. Deuxièmement, la gouvernance, parce qu'il ne faudrait pas, et c'est ma crainte, il ne faudrait pas que cette grande agglo, pour faire simple, prenne les moyens de la FENCH pour développer les projets de Thionville et de la rive droite. Alors, je caricature un peu, ça ne veut pas dire que la FENCH sera totalement oubliée, mais j'ai peur, en connaissant la mentalité de nos collègues de ce secteur, qu'il y ait cette tendance, on va dire, cette pratique. Et puis, effectivement, comment on fait, ça c'est la gouvernance, et puis pourquoi pourquoi, c'est-à-dire pour quel projet. Alors maintenant, ils sont en train, paraît-il, de monter en vitesse un projet. J'ai vu que Brigitte, que je salue, mon amie Brigitte Weiss de Thionville, a dénoncé également cette manière de faire, parce que maintenant c'est trop tard. Maintenant, pour moi, c'est aux élus qui seront issus des élections de mars 2026 de déterminer ce projet, et je ne vous cache pas que, comme on l'a toujours fait, Florange Avenir aura des propositions à faire, parce que la grande agglo, oui, elle a un rôle important à jouer. Je pense par exemple à un équipement aussi lourd, et probablement trop lourd pour les finances de Florange, qui est la passerelle. C'est un sujet qu'on posera sur la table. J'allais dire le stade d'athlétisme, qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs. Lui aussi a un niveau qui relève, qui va au-delà du seul territoire de Florange. Et puis il y a beaucoup d'autres services. J'évoquerai simplement, par exemple, la création d'une cuisine centrale. C'est un point qui va m'amener à parler des services publics, de cuisine centrale pour la restauration scolaire. Parce qu'effectivement, avant on avait la restauration scolaire ici à Bétange. On a développé, et ça c'est une bonne chose, des points de proximité. Ça évite de promener les gamins, de les amener à Bétange par le bus avec des délais très courts, etc. Donc ça c'est bien. Mais la conséquence c'est qu'on fonctionne, je ne veux pas être trop technique, mais en liaison froide, et qu'aujourd'hui on n'a pas cette capacité de liaison froide ici à Bétange, ni d'ailleurs au foyer des personnes âgées. Et le résultat des courses, c'est qu'on passe par des prestataires, délégation de services publics, et c'est pour moi un symbole de dégradation du... Pourquoi? J'ai pas une fixation sur la Sodexo ou d'autres, mais il est évident que ces entreprises, elles ont besoin non seulement d'assumer l'équilibre de le modèle économique, mais elles sont là pour gagner de l'argent. Donc il faut rétablir le service public en matière de restauration scolaire, et notamment, je pense que la grande agglo peut jouer un rôle dans ce domaine. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait évoquer, hein, l'ouverture de nos piscines. D'abord, protéger l'ouverture de la piscine de Florange. Moi, je le dis, je pense que mes colistiers sont d'accord, il est hors de question d'accepter qu'on puisse fermer la piscine de Florange. Et ce qui est scandaleux, alors qu'on a une piscine qui dispose en particulier d'espaces extérieurs intéressants, qui, dans les périodes de canicule qu'on connaît, moi je trouve que les gamins et qu'on ne vienne pas leur dire il faut aller à Thionville, à Hayange, ils n'iront pas. Donc fermer comme on le fait sous prétexte qu'on ne trouve pas de maître nageur, etc. Je veux dire, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc quelque part, fermer notre piscine pendant toute la période d'été, quelle aberration. Et donc ça aussi, on va se battre, et donc ça fait partie des nombreux sujets qui seront à évoquer au niveau de l'agglo. Et je pense que de ce point de vue-là, l'expérience que j'apporte, le respect qu'ont y compris des interlocuteurs qui ne partagent pas mes idées et mes valeurs, ce sera un atout pour Florange. Et moi, je ne raisonne pas en termes de carrière. Je dis tout de suite, je ne recherche pas ni une présidence ni une vice-présidence à l'agglo. Moi, ce qui m'intéresse à l'agglo, c'est la même chose que sur l'ensemble de cette campagne électorale, c'est l'intérêt de Florange et des Florangeois. Donc, effectivement,
cette grande agglo, c'est un sujet important. Alors, nous viendrons pendant la campagne avec des propositions concrètes. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas, je vise personne, mais les 110, 130, 150, 250 propositions, c'est pas notre manière de faire. Nous, ce que nous voulons, c'est un projet qui est une colonne vertébrale, et qui est une logique et qui tient compte des contraintes. Parce que quand je parlais tout à l'heure des finances qui sont dégradées, bien évidemment, on ne peut pas promettre la Lune. Bon, d'abord, je pense qu'il faudra, sur les investissements lourds, il y aura une politique d'investissement qui va s'occuper de l'entretien de la ville, des voiries, des bâtiments publics, avec effectivement un certain nombre d'enjeux en matière environnementale, j'en reparlerai. C'est certain qu'on ne va pas de nouveau refaire une passerelle, refaire un stade d'athlétisme. Or, moi je fais le constat que M. Dick, dans les projets qu'il commence à annoncer, non seulement il a, à mon sens, surinvesti, il a été trop loin dans l'investissement, mais en gros, on va dans le mur et en y va en klaxonnant avec lui. Donc il veut continuer. Il y a encore des dizaines de millions d'investissements qu'il envisage. Je veux dire, à un moment donné, il faut être raisonnable, il faut digérer l'effort d'investissement qui a été fait, et donc, naturellement, notre projet en tiendra compte. Ça ne veut pas dire que ce projet, je le disais, ce ne sera pas le catalogue de la Redoute avec des propositions qu'y compris on irait chercher ailleurs, comme j'ai pu voir ici et là. Il y a un fil directeur. Notre projet, il sera ambitieux. Il aura comme priorité les services à la population, l'entretien de la ville, j'en ai parlé, une gouvernance plus démocratique, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons une gouvernance autoritaire aujourd'hui et personnelle, et puis avec comme principe essentiel le service public et le bon fonctionnement de nos équipements, la solidarité et le vivre ensemble, un cadre de vie agréable pour répondre aux défis environnementaux et climatiques, un développement maîtrisé de l'économie et de l'urbanisme, ça reprend des thématiques que j'ai évoquées dans mon intervention, et puis l'influence de Florange dans la grande agglo, parce qu'aujourd'hui c'est un échelon absolument décisif. Quand je parle du service public, je fais une parenthèse là-dessus, encore une fois, je ne fais pas, et je n'ai jamais fait, nous n'avons jamais fait d'opposition systématique. Je vous en donne un exemple. Je siège au conseil d'administration du CCAS. Globalement, ce n'est pas forcément vrai sur tout, mais globalement, il y a eu maintien des orientations dont nous avons été porteurs pendant des années. Et je pense à cette occasion à mon regretté ami Patrice Monti, qui était très engagé sur ces dossiers. Donc, j'ai toujours voté les budgets du CCAS et appuyé la poursuite des engagements où il y a eu quelque chose. Alors, il y a eu, je ferai quand même une petite nuance, il y a eu une volonté de contrôle quand même, parce que il y avait une association qui prenait les usagers du foyer, l'association des Marguerites. Aujourd'hui, il y a un pilotage par le CCAS, parce que ça permet surtout au président du CCAS et maire de Florange d'avoir un droit de regard sur tout. Par contre, en matière de service public, je parlais tout à l'heure de la restauration scolaire, faire appel à la Sodexo plutôt que de privilégier les circuits courts, le bio, et puis la fabrication publique, c'est une dégradation du service public. Ensuite, toujours dans l'exemple de la privatisation, je donne un deuxième exemple, le funérarium. C'est effectivement un sujet, il suffit de voir l'état du cimetière, et puis de voir que le funérarium, qui a été payé par les Florangeois, maintenant on a une délégation, alors je crois que la dernière en date, c'est les pompes funèbres générales, si ma mémoire est bonne, et on verra l'usage, mais personnellement je suis très réticent à ces choses-là. Et puis un troisième exemple emblématique, la passerelle. Alors, la passerelle, déjà, on a fait en sorte que Pascal Jascula, qui était le directeur, s'en aille. On l'a encouragé à partir, parce que je pense que quand on parlait de la passerelle, on pensait d'abord à Pascal Jascula. Il y avait quelqu'un qui était jaloux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on l'a remplacé, mais on a surtout remplacé le fonctionnement. On a modifié complètement le fonctionnement. On a une régie personnalisée, c'est-à-dire que c'est la première étape vers la privatisation de cette salle,
Demain, ce sera un établissement public à caractère industriel et commercial. Et après-demain, parce que la commune n'arrivera pas à suivre, ce sera très certainement une délégation de service public. Sans vous abreuver de chiffres, j'en donne un seul. Quand M. Dick nous explique qu'on met 500 000 € pour le fonctionnement et que, paraît-il, on mettait 1 million, effectivement, quand on additionnait des poires et des carottes, on arrivait sans doute à 1 million. Mais 500 000 €, une fois qu'on a payé les salaires, et surtout le salaire du directeur, je ne pense pas qu'il soit venu depuis le département sans gagner moins. Enfin, peut-être la même chose, mais sans doute plus. Eh bien, en réalité, vous n'avez plus les moyens, au niveau de la ville de Fleuranges, de faire une programmation qui était ce que faisait Pascal Jascula, qui tenait les budgets et qui faisait une programmation de qualité, diversifiée, où la passerelle était un outil de découverte culturelle, de création, un espace aussi qui était ouvert à la vie associative, parce que aujourd'hui, pour les associations, avoir accès à la passerelle, c'est très compliqué, et sans compter que les règles, alors c'est les règles administratives, je ne fais pas le reproche au directeur, mais le système actuel fait que, je vais prendre un exemple, il a été proposé au Boxing Club de faire son gala à la passerelle, et ce qui aurait été intéressant, effectivement, pourquoi pas. Sauf qu'il ne pouvait pas encaisser les recettes, il ne pouvait pas vendre de boissons, de casse-croûte, etc. Donc bref, ça remettait en cause l'équilibre de l'ensemble de l'opération, et le président du Boxing Club a choisi, et je le comprends, de rester au gymnase. Et on pourrait multiplier les exemples, je ne parlerai pas... parce qu'effectivement, je ne veux pas interpeller mon amie Anne-Marie sur une autre fonction, mais je ne parlerai pas de l'Assemblée Générale du Crédit Mutuel, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'autres exemples. Tout ça pour... Et puis, je donnerai un dernier exemple qui est motivé par l'expérience que je viens de connaître cette semaine. On a délibéré au dernier conseil pour prévoir l'accès gratuit des salles à Fleuranges pour la campagne. Et ça, c'est bien, je dis bravo, mais dans la pratique, c'est une complexité. Et encore une fois, je ne mets pas en cause les services, ils appliquent les consignes. Bon, je passe sur le fait qu'on m'a demandé le récépissé de dépôt de liste. Si, je vous jure. J'ai quand même rappelé à qui de droit que normalement c'est au mois de fin février, début mars. Et puis, vous savez, il faut bien sûr... en gros, c'est tout juste si je n'ai pas dû signer la charte des associations. Et donc, vous vous doutez bien que jamais, même avec un pistolet sur la tempe, je ne signerai cette charte des associations. J'ai même failli faire un lapsus là. Ce sera même la première abrogation que nous déciderons le jour du conseil d'installation, parce que c'est une charte qui cherche à mettre la mainmise sur les associations à travers, en disant, mais si vous ne signez pas, vous n'avez plus de subventions, vous n'avez plus de locaux, vous n'avez plus de support technique. Donc en pratique, effectivement, c'est donc très très lourd, alors qu'avant les choses étaient beaucoup plus souples. Zellen le sait bien. Quand on voulait une salle au complexe de Bétange, il y avait le secrétariat au complexe de Bétange qui pouvait, et ça se passait très bien, il n'y avait aucun problème, y compris du point de vue administratif. Pareil au centre social, c'était la Moisson qui s'occupait des réservations de salles. Aujourd'hui, tout est centralisé, et je pense qu'il faudra réviser cette notion de guichet unique qui était une expérience au niveau de la discrétion. Je veux terminer, peut-être j'étais un peu long, pourtant je m'étais fait un papier pour ne pas faire long, mais je pourrais dire encore beaucoup de choses, et je vais dire beaucoup de choses pendant cette campagne. Je veux dire d'ailleurs que j'espère que cette campagne sera digne. Ce n'est pas la première que je fais. J'ai connu des épisodes pas toujours glorieux. Alors, je lance la pierre à personne. Le dérapage n'est pas le monopole d'un camp. Hein. Il ne faut pas être manichéen. Mais je l'ai plutôt subi que pratiqué, en règle générale. Donc j'espère qu'effectivement, cette fois-ci, il y aura respect, ce sera un débat d'idées. On doit débattre aussi du bilan, des projets, et puis de la situation de la ville et de ce qu'on veut faire les uns et les autres. Et d'où d'ailleurs l'appel que je lançais tout à l'heure aux médias pour leur dire, mesdames, messieurs des médias, c'est vous
de par votre vocation, qui est les meilleurs pour organiser un débat. Et je pense d'ailleurs que quand on regarde un peu la situation mosellane, Florange est une des communes à enjeu. Pas seulement parce qu'elle est une commune symbolique et dont malheureusement on reparle de nouveau à propos d'ArcelorMittal les dernières semaines, mais aussi parce que je pense que c'est une des communes où l'alternance est possible. On n'y va pas battu d'avance, on n'y va pas la fleur au fusil, on sait que ce sera pas facile, on sait qu'on a face à nous un maître S-communication, j'oserais pas dire S-propagande, mais c'est quand même, effectivement, il est très fort dans le domaine. Donc, oui, on a affaire à un adversaire que je respecte et qui est de forte partie, en tout cas, en particulier de ce point de vue-là. Nous, notre travail, à moi et aux codiciers, ce sera d'aller expliquer aux Florangeois la réalité de la situation et de démystifier les messages, la propagande de M. Lick. Donc je dévoilerai aussi, le moment venu, en général ça se fait en début d'année, la composition de la liste pour dire qu'effectivement celle-ci est bien avancée, ça c'est une chose. Mais je souhaitais ce soir un peu innover en vous présentant les personnes qui sont à mes côtés et qui constituent avec moi le début de cette liste. Alors à ma droite, pas politiquement, mais géographiquement, Stéphanie Magras, alors elle va se présenter, qui sera donc numéro 2, qui est directrice d'une micro-crèche et qui est une personne dont j'ai appris à connaître le dynamisme et effectivement l'engagement. Donc je remercie Stéphanie pour sa confiance. Alors je prends dans l'ordre, on a voulu alterner, vous voyez aussi qu'on a voulu mettre la parité à cette table, et c'est important. C'est pas, pour moi, ça n'a jamais été une contrainte, c'est un atout. Donc Lucas Vels, qui est donc qui appartient à une famille, alors, je sais qu'il n'aime pas trop que j'en parle, mais je veux quand même en dire un mot. Ils sont très engagés, très implantés à Florange depuis au moins 4 générations. Voilà, donc, mais ça, s'il va en parler, il en parlera. Et c'est une personne, moi je peux vous dire que c'est une personne remarquable, qui joue un rôle dans cette campagne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois très important, et notamment, il n'est pas seul, là, il y a une équipe de communication, c'est pas Alexandre, Pascal Rivaux, je ne sais pas où il va nous rejoindre sans doute. Voilà. Il n'est pas venu, le Pascal. Oui, je pense que si. Alors, il est au boulot. Voilà, il est au boulot. Hein, d'ailleurs, les frontaliers seront bien représentés, je vais y venir, dans l'équipe, parce que Florange, bien sûr, à l'image, est toujours une ville sidérurgique, c'est important, mais il y a de plus en plus de Florangeois qui travaillent au Luxembourg. D'ailleurs, c'est mon cas. J'en profite pour préciser que, pour pas qu'on me dise, mais comment vous allez faire pour combiner les deux. L'année prochaine, je suis atteint par la limite d'âge. Je n'ai pas un âge canonique, mais à un moment donné, puisque je travaille pour les institutions européennes, il y a une limite d'âge, c'est statutaire, et donc au plus tard, en fin d'année prochaine, j'aurai terminé ma carrière professionnelle, et peut-être, et je l'espère, un peu plus tôt, si les Florangeois nous font confiance, parce que je m'engagerai totalement sur ce mandat. Je ne suis pas là pour chercher, m'a reproché d'avoir cumulé à une certaine époque, d'autres ont fait mieux que moi depuis, mais peu importe. Donc je continue la présentation, je termine par Fatia Amela, et qui justement est frontalière, qui pourra en parler, donc qui habite rue de Bourgogne, qui est gestionnaire d'un cactus, c'est ça, un magasin au Luxembourg, et qui est surtout très engagé dans l'OGB. Voilà, le syndicat luxembourgeois, où j'ai pu là aussi apprécier son dynamisme. Je ne sais pas comment elle fait pour arriver à faire tout ce qu'elle fait. Donc en tout cas, je la remercie aussi de sa confiance, et maintenant je vais m'interrompre pour vous dire que effectivement ces personnes qui vont se présenter dans quelques instants sont parfaitement représentatifs de notre état d'esprit. Et notre état d'esprit, je le répète, c'est pas encore le slogan de la liste, hein, ça doit encore y travailler, n'est-ce pas? Mais c'est être au service des Florangeois. Je vous remercie pour votre patience. Moi, je reste assise. Donc
Bonsoir à tous, donc je m'appelle Stéphanie Magras, j'ai 40 ans, je suis mariée, maman de 2 garçons et également directrice de la microcrèche Les Petits Explorateurs rue Descartes à Florange, et je suis également secrétaire de l'association Florange Avenir. Donc je soutiens Philippe depuis les dernières municipales parce que je partage sa vision pour Florange, une vraie proximité avec les habitants, une gestion responsable et des projets concrets pour améliorer notre quotidien. Philippe connaît Florange, il connaît ses forces, ses défis et il agit toujours avec sérieux et détermination pour notre ville. C'est cette expérience et cette énergie qui me donne confiance pour l'avenir. Florange grandit, l'avenir s'écrit et Philippe conduit. Merci. Merci. Non, mais l'essentiel a déjà été dit, donc je vais assister un peu sur quelques points. D'abord pour dire que si je m'engage auprès de Philippe et de Florange Avenir depuis maintenant quelques années, puisque j'étais déjà là aux dernières élections, c'est parce que pour changer les choses, je pense que l'échelle locale, l'échelon local, c'est ce qui est le plus important. On voit dans le contexte actuel, c'est sans doute au niveau local que se jouent les choses les plus importantes, en tout cas dans la vie quotidienne des habitants. C'est en fait la vie de la cité, hein, si on résume. C'est la définition de la politique. Donc, d'abord, je partage le constat qu'a fait Philippe, je le ferai moins long que lui. C'est d'abord celui, donc comme constat, celui d'une ville où le cadre de vie se dégrade, où la politique qui est menée par l'équipe en place sert les intérêts de quelques-uns plutôt que l'intérêt général, et celui d'une ville défigurée par les constructions, la bétonisation, et qui continue, qui est galopante sur le territoire. Donc, si je devais appuyer sur 2 points qui me semblent importants et que je pense qu'on pourra mettre en avant dans cette campagne, ce serait d'abord la démocratie locale. Je pense qu'il faut redonner la parole aux Florangeoises et aux Florangeois, qu'ils puissent s'impliquer dans la vie de la commune, non seulement au moment des élections, mais bien tout au long des mandats et de la vie quotidienne. Donc refaire de Florange une ville à vivre en donnant notamment plus de place aux associations de notre territoire. Le deuxième point, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est le point sur l'adaptation de notre cadre de vie au changement climatique, donc les enjeux écologiques. La hausse des températures se constate chaque été et au lieu de prendre le chemin d'une ville plus verte, plus respirable, l'équipe en place fait totalement l'inverse, saturant les espaces naturels de nouvelles constructions, toujours plus de béton, et on va jusqu'au soutien au projet d'Attenté bis dont tu as parlé, Philippe, et qui risque de couper Florange en deux et de dégrader les conditions de vie, notamment avec la pollution. Donc voilà, si je devais donner des raisons de mon engagement auprès de Philippe et de Florange Avenir, ce serait surtout ces 2 points-là. Parce que je sais que ce sont des valeurs qui nous sont communes. Je pense à toi, Philippe, je pense aussi à l'ensemble de la liste. Je pense que Philippe, tu as l'expérience, et je pense qu'on peut avoir confiance dans notre équipe pour mener cette campagne et pour construire, et pour agir avec honnêteté, travail et écoute auprès des Florangeois et des Florangeoises. Donc cette campagne n'est pas uniquement celle d'une personne ou celle d'une équipe, ce doit être celle de toutes celles et tous ceux qui veulent changer les choses à Florange. Alors rejoignez-nous, exprimez-vous, que ce soit sur une idée, un projet, ou simplement pour dire stop à la gestion actuelle. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Moi, bonsoir, c'est Mela Fatia, comme nous a présenté Philippe. Alors moi, dans un premier temps, je vais vous parler le comment du pourquoi j'ai choisi de rejoindre la liste de Philippe. Alors j'ai choisi de rejoindre la liste Florange Avenir menée par Philippe parce que je crois profondément en sa capacité à redonner à notre ville l'élan qu'elle mérite. Ancien maire de Florange de 2001 à 2014, sachant que j'étais là depuis 2005, donc la première fois je sais que je t'ai voté, donc c'est ma continuité. Il connaît les enjeux locaux mieux que quiconque et son retour en politique est motivé par une volonté sincère de servir les Florangeois. Ce qui m'a convaincu, c'est son projet clair,
ambitieux et tourné vers l'avenir. Il ne s'agit pas simplement de reprendre les rênes, mais de construire une ville plus solidaire, plus dynamique, plus respectueuse de ses habitants. Son programme met l'accent sur la revitalisation du centre-ville, le soutien aux associations, la transition écologique et une gouvernance transparente et participative. Comme vous avez pu constater, j'ai un peu mal à la gorge. Alors, je suis également sensible à son approche humaine et à son écoute. Il ne fait pas de politique pour lui-même, mais pour nous tous. Je veux contribuer à une ville plus dynamique, plus solidaire, et je suis fière de faire partie d'une équipe qui place les habitants au cœur de ses priorités. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de mon parcours. Alors, moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je milite au sein d'un syndicat luxembourgeois, où je représente avec fierté les travailleurs frontaliers français. Mon combat est profondément humain. Je défends les droits sociaux, la dignité du travail et l'égalité des chances pour tous et toutes. Je siège au comité national, je fais partie de la direction du commerce et je suis également secrétaire de la section Turbimès, où je m'investis sans relâche. Mon engagement est au quotidien, concret et toujours tourné vers les autres. En 2024, j'ai été candidate aux élections européennes. J'étais la seule frontalière française sur l'ensemble des listes. Et j'ai porté la voix de cette majorité silencieuse. Les femmes et les hommes qui traversent chaque jour la frontière pour faire vivre notre économie, ce fut un honneur et une responsabilité que je continue à assumer avec conviction. Aujourd'hui, en rejoignant la liste de Philippe pour Florange, je poursuis ce même engagement, défendre les valeurs humaines, sociales et solidaires. Je veux que Florange soit une ville qui écoute, qui protège et qui avance. Je suis là pour représenter les voix qu'on entend peu, pour défendre des idées nouvelles et pour agir avec sincérité et énergie auprès de Philippe et notre équipe, bien entendu. Je ne fais pas de la politique pour exister, je fais de la politique pour que les autres existent. Ce sera mon combat. Parce que Philippe, malgré sa pudeur naturelle, m'a fait l'honneur et la confiance de me confier, enfin de me raconter sa vie, de l'enfance lorsqu'il étudiait, lorsqu'il faisait ses devoirs dans la petite cahute de concierge de la brasserie dont son père était le concierge. C'était la maman, mais lui, il était la maman, ouais. faire. Et puis son parcours scolaire, son parcours universitaire. Et pour répondre à ce dont parlait Philippe tout à l'heure sur éventuellement l'idée d'assouvir une ambition démesurée et personnelle, je crois que Philippe il y a très peu de normaliens et d'énarques qui ont fait le choix de revenir là où ils ont grandi, là où ses parents l'ont élevé, et de revenir à Florange. Parce que normalement, lorsqu'on a le parcours qu'il a eu, en général on part vers d'autres horizons, mais lui a fait ce choix assez étrange, je crois, pour un énarque de revenir ici. Bon, ça c'est une autre histoire. Moi, ma question, c'est, lorsqu'on s'est quitté, du livre à peu près 2 ans maintenant, tu étais vraiment dans la réflexion sur ce qu'allait être ta vie après, quoi, hein. Tu hésitais. Est-ce que tu continuais la politique? Est-ce que tu l'arrêtais? Est-ce que tu faisais autre chose? Et tu as fait ce choix, visiblement, en tout cas, c'est parti pour, de repartir pour un mandat, en tout cas pour une campagne. Et qu'est-ce qui a fait que tu as basculé? Qu'est-ce qui a fait que tu fais ce choix-là en ton fort intérieur? Je dirais que, je l'ai indiqué un peu tout à l'heure en introduction, ça n'était pas automatique. Tu as bien expliqué par rapport à l'ambition. Alors peut-être que je n'ai pas su développer mes réseaux à l'école, etc., à l'ENA, etc. Mais je ne regrette pas, parce que le parcours que j'ai eu, il y a eu des moments heureux, il y a eu des moments plus difficiles. Il y a eu cette défaite en 2014 dont je prends la responsabilité, parce que quand on est chef de file et puis que ça ne se passe pas bien, c'est qu'effectivement on n'est pas seul responsable, on a la première responsabilité.
mais on a fait également, au profit de la ville, on a fait beaucoup de choses. Donc j'ai souhaité aussi toujours être fidèle au mandat qui m'a été donné, et à partir du moment où j'avais fait le choix de siéger de l'opposition, j'ai fait mon travail sérieusement, j'ai été constructif, etc. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, quand je disais que c'était pas automatique, alors j'ai l'âge que j'ai, je vais avoir 64 ans dans quelques semaines, c'est pas un âge canonique, hein, je me porte bien, un petit souci de santé comme tout le monde, mais rien de rédhibitoire. Intellectuellement, je pense que ça va bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, j'espère que la campagne ne tombera pas dans un niveau de caniveau consistant à parler de l'homme du passé, à me reprocher mon âge, etc. Parce que, à la limite, je vais dire tactiquement, j'aimerais bien, parce que 3500 Florangeois, au moins, si ce n'est pas plus, ont plus de 60 ans. Donc ça veut dire qu'aucun d'entre eux n'est en droit et en mesure de solliciter le suffrage alors que ce sont des citoyens et des citoyennes à part entière. Donc j'espère qu'on ne fera pas ce délit, entre guillemets, de sale gueule. Donc par rapport à ça, ce n'était pas le sujet, mais l'idée de renouvellement, effectivement, moi j'y pense comme tout le monde. Simplement, j'ai regardé autour de moi et je rassemble dans cette équipe des personnes de valeur et d'avenir, mais qui aujourd'hui ont la sagesse de dire, qui m'ont dit, Philippe, oui, on vient à tes côtés, on s'engage, mais on souhaite que la transition se fasse naturellement, c'est-à-dire on a besoin de ton expérience, on a besoin tu es celui qui rassemble, et donc je vais porter ce rassemblement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, si j'y vais, c'est bien sûr la politique au sens noble du terme, pas les histoires d'appareils dont j'ai toujours eu horreur, j'en ai d'ailleurs été victime, les histoires les coups de poignard dans le dos entre amis, entre guillemets, etc. Les trahisons, je viens encore d'en connaître. Je ne dirai pas plus, mais je pense que vous m'avez compris. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique au sens noble du terme, exactement comme Fathia l'a défini, au service des gens, pour leur redonner la parole et défendre leurs intérêts. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, qu'il n'y avait pas quelqu'un qui aurait pu... J'ai tenté en 2020, ça a été un échec et une déception. Je ne dirais pas plus, mais ça résume bien la situation d'échec, échec cuisant. Alors bon, il y avait un contexte aussi, la campagne qui n'avait pas été, dont on porte tous la responsabilité, hein, pas seulement la tête de liste de l'époque, mais donc à partir du moment où je n'avais pas identifié de personnalité qui était en capacité au jour d'aujourd'hui de porter ce rassemblement pour incarner l'alternance qui est l'alternative qui est absolument nécessaire par rapport à tout ce qui se passe à Florange, quelque part un peu comme parfois certains ne l'ont pas fait, hein. Je me souviens d'un ancien président de la Commission européenne dont tout le monde pensait qu'il allait être candidat à l'élection présidentielle et qui, devant la crainte de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale, déjà à l'époque, avait dit non, j'y vais pas, et finalement, alors que je pense qu'il aurait été élu et qu'il aurait eu une majorité. Donc, quelque part, quand on fait de la politique au sens noble du terme, on fait son devoir. Et mon devoir, c'était, effectivement, j'ai assez vite perçu, et j'en étais convaincu, je dois le dire, dès l'été de l'année dernière. C'est là pour ça que j'ai commencé ce travail de rassemblement qui, malheureusement, qui a largement abouti, mais qui n'a pas abouti aussi autant que je l'aurais voulu, compte tenu du choix d'autres personnes. Et puis, je peux ajouter par rapport à ça, effectivement, le devoir, et donc ça me paraît effectivement la meilleure réponse qui puisse être faite, et ça n'est, comme je l'ai dit, c'est surtout pas une ambition. Savoir qu'au départ, c'était le contournement ouest de Thionville. Donc l'aberration, c'était de vouloir contourner Thionville en traversant Florange.
On a tous été d'accord au niveau du conseil municipal à l'époque, dans les années 2014-2016, contre la 31 bis, qui finalement ne va rien apporter. On va créer une troisième voie supplémentaire, mais d'ici 2030, il est déjà prévu que la population qui va travailler vers le Luxembourg va augmenter quasiment de 30%. Donc on va augmenter la capacité de circulation de 30% pour une augmentation de population qui va vers le Luxembourg, elle aussi qui augmente de 30%. Alors à quoi elle va servir? Alors l'autre aberration que j'ai trouvée à la fin, c'est que des gens, notamment le sénateur Jean-Louis Masson, avait dit on est contre le péage sur la 31 bis. Et si ça veut dire on est contre le péage, ben ça veut dire qu'on est quand même pour la 31 bis, sans péage. Alors dans ces conditions-là, est-ce qu'on est vraiment contre, ou est-ce que, ben, à la limite, oui, bon, si elle se fait, c'est pas quand même. Alors le deuxième point là-dessus aussi, toujours sur la 31 bis, c'est le fait que les entreprises de la zone de Sainte-Agathe-Basse vont être concernées et qu'il risque d'y avoir là quelques centaines d'emplois peut-être qui vont être supprimés. Rajoutez à ça les 150 à 200 qui sont prévus sur ArcelorMittal. Pour le secteur, je crois que pour l'instant, on a largement donné. Après la fermeture des hauts-fourneaux, la fermeture de la coquerie, la fermeture des entreprises de la zone artisanale qui drainent encore plus de population qu'ArcelorMittal. Il faut bien penser que ThyssenKrupp et les autres entreprises du secteur, elles permettent d'employer 2 à 3 000 personnes, c'est-à-dire plus qu'ArcelorMittal au total. Arcelor doit tourner aux alentours de 2000 emplois à l'heure actuelle. Si on prend toute la zone de Sainte-Agathe, ThyssenKrupp arrive par moment à 1100 emplois. Alors vous rajoutez toutes les autres. Oui, alors qu'est-ce qu'on va faire au niveau de Florange? Oui, on va construire des immeubles. On attend toujours la construction d'immeubles sur le terrain municipal, sur le terrain d'honneur, où on supprimerait la pelouse du terrain municipal, on supprimerait le gymnase, on supprimerait la tribune. Ouais. Mais à ce moment-là, il faut bien penser que les gamins qui voudront faire du foot, ils iront dans la zone Sainte-Agathe, à pied. Les écoles qui emploient le gymnase municipal, elles iront où? Dans la zone Sainte-Agathe? Je crois qu'à un moment donné, je veux bien qu'il y ait des constructions, encore faut-il que les constructions soient faites en rapport avec les besoins de la population et que pour autant, le fait de construire ne soit pas non plus une pénalité pour la population déjà en place. Donc ça, ce sont déjà 2 points qui se rajoutent donc au classement de l'allée des Marronniers, qui risque peut-être en partie de disparaître pour que l'autoroute puisse passer. Mais après, je ne pense pas qu'on aura changé grand-chose au niveau des facilités de circulation, soit vers le Luxembourg ou vers la France. Il suffit de regarder le soir, vous n'avez qu'à prendre l'autoroute en direction de Metz, et puis vous voyez déjà ce qu'il en est. Maintenant, l'autre point qui m'inquiète aussi, c'est de voir le financement des besoins de la ville. C'est bien d'avoir une passerelle neuve, oui, mais je crois qu'il y a d'autres besoins plus importants qu'il va falloir combler, mais avec quels moyens? Les terrains qui étaient disponibles venant de la ville de Florange ont déjà été utilisés pour les constructions. Désolé, mais au niveau de la ville, qui peut à l'heure actuelle construire à 40 000 € là? Donc une construction sur 5 arts, ça fait déjà 200 000 € de terrain, plus les 7% de frais de notaire, de droit de mutation. Ça fait déjà, allez, disons, 220 000 €. Et après, il faut mettre la maison dessus. Et qui va pouvoir se le permettre. Donc ça veut dire qu'on risque de voir la ville devenir encore plus une ville dortoir. Et dans ces conditions-là, en parlons pas maintenant de tout ce qui concerne, je dirais, les écoles. C'est bien qu'il y ait la Providence qui vienne, mais au détriment de qui? Ou en faveur de qui? C'est aussi une des questions qu'il faudra se poser. Quant aux associations qui fonctionnent, elles ont déjà bien du mal d'arriver au bout. Je ne pense pas qu'on aura les moyens
de leur permettre de continuer à assurer les services qu'elle rendait à la population, en particulier les personnes nécessiteuses, enfin les personnes qui sont à besoin aussi bien de logement, besoin, je dirais, au niveau alimentaire, que la banque alimentaire tourne à un rythme suffisamment élevé, et donc il y a peut-être aussi besoin de s'occuper de ces gens-là. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails du reste, mais que chacun réfléchisse bien avant de se lancer et de dire oui, tout est bien. Effectivement, de l'extérieur, tout est bien. Quand on y regarde de plus près, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Quand vous disiez, M. Tarillon, on a été adversaire très longtemps, toujours dans le respect des personnes et dans le respect des idées. On peut combattre les idées, oui, mais en respectant les personnes. Et il faut bien penser aussi que le fait de dénigrer ceux qui sont en place ne veut pas dire qu'on est meilleur qu'eux quand on y sera, si toutefois qu'on y arrive. Voilà. Je vais m'arrêter là, j'en encore.